Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va donc encore une fois parler de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne et partir donc pour le chapitre 7. Donc c'est parti. Chapitre 7. Ainsi se termina cette mémorable séance. Cet entretien me donna la fièvre. Je sortis du cabinet de mon oncle comme étourdi et il n'y avait pas assez d'air dans les rues de Hambourg pour me remettre. Je gagnai donc les bords de l'Elbe, du côté du bac à vapeur qui met la ville en communication avec le chemin de fer de Hambourg. Étais-je convaincu de ce que je venais d'apprendre? N'avais-je pas subi la domination du professeur Lindenbrock? Devrais-je prendre au sérieux sa résolution d'aller au centre du massif terrestre? Venais-je d'entendre les spéculations insensées d'un fou ou les déductions scientifiques d'un grand génie? En tout cela, où s'arrêtait la vérité? Où commençait l'erreur? Je flottais entre mille hypothèses contradictoires sans pouvoir m'accrocher à aucune. Cependant, je me rappelais avoir été convaincu, quoique mon enthousiasme commençât à se modérer, mais j'aurais voulu partir immédiatement et ne pas perdre le temps de la réflexion. Le temps de la réflexion. Oui, le courage ne m'eût pas manqué pour boucler ma valise en ce moment. Il faut pourtant l'avouer, 1 heure après cette surexcitation tomba, mes nerfs se détendirent, et des profonds abîmes de la terre je remontais à la surface. C'est absurde, m'écriai-je, cela n'a pas le sens commun. Ce n'est pas une proposition sérieuse à faire à un garçon sensé. Rien de tout cela n'existe. J'ai mal dormi, j'ai fait un mauvais rêve. Cependant, j'avais suivi les bords de l'Elbe et tourné la ville. Après avoir remonté le port, j'étais arrivé à la route d'Altona. Un pressentiment me conduisait, pressentiment justifié, car j'aperçus bientôt ma petite Gröben, qui de son pied leste revenait bravement à Hambourg. Gröben, lui criai-je de loin. La jeune fille s'arrêta un peu troublée, j'imagine, de s'entendre appeler ainsi sur une grande route. En 10 pas, je fus près d'elle. Axel, fut-elle surprise. Ah, tu es venu à ma rencontre. C'est bien cela, monsieur? Mais me regardant, Gröben ne put se méprendre à mon air inquiet et bouleversé. Qu'as-tu donc? Dit-elle, en me donnant la main. Ce que j'ai, Gröben, m'écriai-je. En 2 secondes et en 3 phrases, ma jolie Irlandaise était au courant de la situation. Pendant quelques instants, elle garda le silence. Son cœur palpitait-il à l'égal du mien? Je l'ignore, mais sa main ne tremblait pas dans la mienne. Nous fîmes une centaine de pas sans parler. Axel, me dit-il enfin. Ma chère Gröben, ce sera un beau voyage. Je bondis à ces mots. Oui, Axel, un voyage digne du neveu d'un savant. Il est bien qu'un homme se soit distingué par quelques grandes entreprises. Quoi, Gröben? Tu ne me détournes pas de tenter une pareille expédition? Non, cher Axel, et ton oncle et toi, je vous accompagnerais volontiers si une pauvre fille ne devait être un embarras pour vous. Dis-tu vrai? Je dis vrai. Ah, femme, jeune fille, cœur féminin, toujours incompréhensible. Quand vous n'êtes pas les plus timides des êtres, vous en êtes les plus braves. La raison n'a que faire auprès de vous. Quoi? Cet enfant m'encourageait à prendre part à cette expédition. Elle n'eut pas craint de tenter l'aventure. Elle m'y poussait, moi, qu'elle aimait cependant. J'étais déconcerté, et pourquoi ne pas le dire honteux? Gröben, repris-je, nous verrons si demain tu parleras de cette manière. Demain, cher Axel, je parlerai comme aujourd'hui. Gröben et moi nous tenons par la main, mais gardons un profond silence. Nous continuâmes notre chemin. J'étais brisé par les émotions de la journée. Après tout, pensais-je, les calendes de juillet sont encore loin, et d'ici là, bien des événements se passeront qui guériront mon oncle de sa manie de voyager sous terre. La nuit était venue quand nous arrivâmes à la maison de Königstrasse. Je m'attendais à trouver la demeure tranquille, mon oncle couché suivant son habitude, et la bonne Marthe donnant à la salle à manger le dernier coup de plumeau du soir.
Mais j'avais compté sur l'assistance du professeur. Je le trouvais criant, s'agitant au milieu d'une troupe de porteurs qui déchargeaient certaines marchandises dans l'allée. La vieille servante ne savait où donner de la tête. Mais viens donc, Axel, hâte-toi donc, malheureux, s'écria mon oncle du plus loin qu'il m'aperçut. Et ta malle, qui n'est pas faite, et mes papiers qui ne sont pas en ordre, et mon sac de voyage dont je ne trouve pas la clé, et mes guêtres qui n'arrivent pas. Je demeurais stupéfait. La voix me manquait. C'est à peine si mes lèvres purent articuler ces mots. Nous partons donc. Oui, malheureux garçon, qui va te promener au lieu d'être là. Nous partons, répétai-je d'une voix affaiblie. Oui, après-demain matin, à la première heure. Je ne pus en entendre davantage et je m'enfuis dans ma petite chambre. Il n'y avait plus à en douter, mon oncle venait d'employer son après-midi à se procurer une partie des objets et ustensiles nécessaires à son voyage. L'allée était encombrée d'échelles, de cordes à nœuds, de torches, de gourdes, de crampons de fer, de pics, de bâtons ferrés, de pioches, de quoi charger 10 hommes au moins. Je passai une nuit affreuse. Le lendemain, je m'entendis appeler de bonne heure. J'étais décidé à ne pas ouvrir ma porte. Mais le moyen de résister à la douce voix qui prononçait ces mots, « Mon cher Axel !» Je sortis de ma chambre. Je pensais que mon air défait, ma pâleur, mes yeux rougis par l'insomnie, allaient produire leur effet sur Gruben et changer ses idées. « Ah, mon cher Axel, me dit-elle, je vois que tu te portes mieux que la nuit et que la nuit t'a calmé. » « Calmé, m'écriai-je. Je me précipitai vers mon miroir. Eh bien, j'avais moins mauvaise mine que je ne le pensais. C'était à n'y pas croire. Axel, me dit Gruben, j'ai longtemps causé avec mon tuteur. C'est un hardi savant, un homme de grand courage, et tu te souviendras que son sang coule dans tes veines. Il m'a raconté ses projets, ses espérances, pourquoi et comment il espère atteindre son but. Il y parviendra, je n'en doute pas. Ah, cher Axel, c'est beau de se dévouer ainsi à la science. Quelle gloire attend M. Lindenbrock et rejaillira sur son compagnon. Au retour, Axel, tu seras un homme, son égal, libre de parler, libre d'agir, libre enfin de... La jeune fille rougissante n'acheva pas, ses paroles me ranimèrent. Cependant, je ne voulais pas croire encore à notre départ. J'entraînai Gruben vers le cabinet du professeur. Mon oncle, dis-je, il est donc bien décidé que nous partons. Comment, tu en doutes? Non, dis-je afin de ne pas le contrarier, seulement je vous demanderai ce qui nous presse. Mais le temps qui fuit à une vitesse irréparable. Cependant, nous sommes qu'au 26 de mai, et jusqu'à la fin juin. Et crois-tu donc ignorant qu'on se rende si facilement en Islande? Si tu ne m'avais pas quitté comme un fou, je t'aurais emmené au bureau office de Copenhague, chez Liffender & Co. Là, tu aurais vu que de Copenhague à Reykjavik, il n'y a qu'un service, le 22 de chaque mois. Eh bien, nous attendions au 22 juin, nous ferions trop tard pour voir l'ombre de Scataris se caresser le cratère de Sneffels. Il faut donc gagner Copenhague au plus vite pour y chercher un moyen de transport. Va faire ta malle. Il n'y avait pas un mot à répondre. Je remontai dans ma chambre, Gruben me suivit. Ce fut elle qui se chargea de mettre en ordre dans une petite valise les objets nécessaires à mon voyage. Elle n'était pas plus émue que s'il se fût agi d'une promenade à Lübeck ou à Heligoland. Ses petites mains allaient et venaient sans précipitation. Elle causait avec calme. Elle me donnait les raisons les plus sensées en faveur de notre expédition. Elle m'enchantait et je me sentais une grosse colère contre elle. Quelquefois je voulais m'emporter, mais elle n'y prenait pas garde et continuait méthodiquement sa tranquille besogne. Enfin, la dernière courroie de la valise fut bouclée. Je descendis au rez-de-chaussée. Pendant cette journée, les fournisseurs d'instruments de physique, d'armes, d'appareils électriques s'étaient multipliés. La bonne Marthe en perdait la tête. « Est-ce que monsieur est fou ?» me dit-elle. Je fis un signe affirmatif. « Et il vous emmène avec lui ?» Même affirmation. « Où cela ?» dit-elle. J'indiquai du doigt
Le centre de la terre. À la cave, s'écria la vieille servante. Non, dis-je enfin, plus bas. Le soir arriva, je n'avais plus conscience du temps écoulé. À demain matin, dit mon oncle, nous partons à 6 heures précises. À 10 heures, je tombais sur mon lit comme une masse inerte. Pendant la nuit, mes terreurs me reprirent. Je la passais à rêver de gouffres. J'étais en proie au délire. Je me sentais étreint par la main vigoureuse du professeur, entraîné, abîmé, enlisé. Je tombais au fond d'insondables précipices avec une vitesse croissante. Des corps abandonnés dans l'espace. Ma vie n'était plus qu'une chute interminable. Je me réveillais à 5 heures, brisé de fatigue et d'émotion. Je descendis à la salle à manger. Mon oncle était à table. Il dévorait. Je le regardais avec un sentiment d'horreur. Mais Groben était là. Je ne dis rien. Je ne pus manger. À 5h30, un roulement se fit entendre dans la rue. Une large voiture arrivait pour nous conduire au chemin de fer d'Altona. Elle fut bientôt encombrée de colis de mon oncle. « Et ta malle, me dit-il. Elle est prête, répondis-je en défaillant. Dépêche-toi donc de la descendre ou tu vas nous faire manquer le train. Lutter contre ma destinée me parut alors impossible. Je remontai dans ma chambre et laissai glisser ma valise sur les marches de l'escalier. Je m'élançai à sa suite. En ce moment, mon oncle remettait solennellement entre les mains de Groben les rênes de la maison. Ma jolie Irlandaise conservait son calme habituel. Elle embrassa son tuteur, mais elle ne put retenir une larme en effleurant ma joue de ses douces lèvres. « Groben, m'écriai-je. Va, mon cher Axel, va, me dit-elle. Tu quittes ta fiancée, mais tu trouveras ta femme au retour. Je serrai Groben dans mes bras et je pris place dans la voiture. Marthe et la jeune fille du seuil de la porte nous adressèrent un dernier adieu. Puis les 2 chevaux, excités par le sifflement de leur conducteur, s'élancèrent au galop sur la route d'Altona. Et voilà qui clôt le chapitre 7 de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. À bientôt pour de nouvelles aventures.